Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Explorateur et à nos visio-réunions. La dernière fois, c'était sur la Colombie et cette fois-ci, on va aller beaucoup plus à l'est et on est en direct, comme je disais, avec Cyril Roder depuis la Thaïlande. Cyril Roder qui est un guide explorateur depuis de nombreuses années. Je laisse notre directeur Vétribo Laspierre présenter Cyril et ensuite Cyril Roder nous parlera des voyages qu'il guide chez Explorator. Il y en a 5. À noter que après chaque présentation de voyage, on va pouvoir, vous allez pouvoir poser vos questions à Cyril ou à moi-même sur les voyages en question. La façon de poser ces questions, c'est l'onglet conversation que normalement vous voyez en haut de votre logiciel Teams ou si vous êtes sur Internet. Voilà, ça s'appelle chat ou conversation. Donc vous pouvez poser la question pendant la présentation et Cyril y répondra après celle-ci. Et à la fin de des présentations des 5 voyages, là, vous pourrez poser des questions plus générales ou même revenir sur un voyage précédemment exposé. Voilà, donc je vous invite à poser vos questions durant la visio-réunion via l'onglet conversation ou chat en fonction de votre logiciel. Hervé, je vous laisse la parole pour présenter Cyril. Voilà, merci Kevin. Alors deux mots juste pour remercier Cyril de nous accompagner d'aussi loin, hein. Cyril, c'est quelqu'un qui fait partie de l'histoire d'Explorator. J'ai écrit qu'il nous accompagnait depuis 25 ans. Il a rectifié parce qu'il a commencé avant même que je ne reprenne cette maison. Donc ça fait presque 30 ans, je crois, que Cyril accompagne nos voyages. Et je dois dire que tout voyage accompagné, dirigé par Cyril, c'est pour nous une garantie de tranquillité. Nous savons que il est apprécié des clients depuis toujours, que lorsque les clients ont déjà voyagé avec Cyril, eh bien, c'est une assurance pour nous de les voir repartir dans une autre aventure avec le même Cyril. Et Cyril, c'est à la fois une immense culture asiatique et puis une connaissance du terrain, je veux dire qu'il n'a plus besoin de prouver. J'ai eu l'occasion de faire un voyage de reconnaissance avec lui et pour moi, ça a été une occasion effectivement magnifique de pouvoir vérifier ces oui-dire qui m'étaient remontés par les témoignages de satisfaction que nous recevons depuis des décennies maintenant. Voilà, donc Cyril, je vais te laisser la parole pour présenter tous les voyages que tu connais parfaitement. Et je terminerai moi-même pour présenter le Nord-Pakistan que tu ne connais pas encore. Et je vais expliquer, parce que c'est un voyage que j'ai moi-même reconnu. Et je vous expliquerai à quel point il n'y a pas lieu d'être inquiet de confier ce voyage à Cyril, compte tenu des ingrédients qu'on trouve dans ce voyage. À toi, Cyril. Voilà, merci Hervé pour ces gentilles paroles. Et puis bonjour à tous et un bonjour particulier à ceux avec qui j'ai déjà voyagé. Alors je vais vous parler aujourd'hui on va vous parler aujourd'hui de 5 voyages qui se répartissent sur quatre pays. Tous ces 4 pays sont des pays musulmans, d'Asie bien entendu. Et on va avoir 2 petits pays et 2 grands pays. Donc, on va commencer par le Tadjikistan, qui est un tout petit pays. On continuera par un grand pays qui est l'Indonésie, avec un voyage dans les petites îles de la Sonde, à Sumba, Flores et Komodo. Puis, on retournera dans un petit pays là, de l'Asie du Sud, le Bangladesh, très peu connu. Et on terminera avec les 2 voyages au Pakistan. Donc, je vous présenterai, comme disait Hervé tout à l'heure, le Pakistan Sud, que j'ai accompagné, je crois, 5 fois maintenant.
Et puis, on terminera avec une présentation du dernier voyage, donc le Pakistan Nord, qu'Hervé a reconnu il y a quelques années, juste avant l'épisode Covid. Voilà, donc nous allons commencer par le Tadjikistan, bon, qui est un voyage que je connais, je vais dire sans prétention par cœur, parce que je crois que je l'ai fait 14 fois, enfin je suis même sûr, alors sous des formes parfois un petit peu différentes, mais enfin globalement, on a toujours vu à peu près la même chose. Alors le Tadjikistan, qui est un tout petit pays, hein, au même titre que le Bangladesh qu'on verra tout à l'heure, ça fait un quart de la France en gros. Hein, donc 140 000 km², quelque chose comme ça, avec aujourd'hui 10 millions d'habitants, une population qui croît énormément. Quand j'ai commencé à accompagner ce voyage, c'était en 2011, je crois qu'ils étaient 7 millions et quelques, ils sont maintenant officiellement 10 millions. En fait, il y a eu une guerre civile au début des années 90, juste après l'indépendance, puisque le Tadjikistan était une des républiques de l'ancienne Union soviétique. Et à la chute de l'Union soviétique, donc toutes ces anciennes républiques d'Asie centrale, entre autres, ont acquis leur indépendance. Donc le Tadjikistan en faisait partie. Donc ça, c'était en 1991. Peu de temps après, une guerre de clans un peu s'est déclarée. Ça a fait une guerre civile qui a duré plusieurs années, donc dans la première moitié des années 90. Et puis, depuis que le calme est revenu, la population a dû reprendre confiance aussi. Il y a eu un essor économique modéré, mais sensiblement visible. Et puis, donc, la population, en l'espace d'une douzaine d'années, est passée de 7 millions et quelques à 10 millions aujourd'hui. Donc, un tout petit pays, par comparaison, celui qu'on verra tout à l'heure, donc le Bangladesh, qui fait la même taille, grosso modo, au lieu de 10 millions d'habitants au Tadjikistan, il y a 170 millions d'habitants au Bangladesh. Ça vous donne une idée du rapport. Voilà, alors ce voyage, le pays étant petit, ça a l'avantage de nous permettre de le voir dans sa quasi-intégralité en l'espace de donc 21 jours, donc du nord-ouest à quasiment l'extrême est, avec donc toute la partie occidentale que vous voyez ici sur la carte, ce sont des reliefs plus bas, et toute en gros la moitié orientale du pays, celle qui est en violet et gris, c'est ce qu'on appelle le Pamir, donc la partie la plus élevée du pays, avec très peu de routes. Donc nous arriverons de Paris à Tachkent, donc Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan, et qui a l'avantage de se trouver, comme vous le voyez ici, tout près de la frontière tadjike. Et on entrera, donc on visitera dans la matinée quelques monuments à Tachkent. Pour Tachkent, ce n'est pas exceptionnel. Il y en a sûrement qui connaissent déjà s'ils sont allés en Ouzbékistan. Il n'y a pas grand-chose à voir, mais enfin, on verra ce qu'il y a à voir. Et puis, on continuera dans la journée sur Khoujand, qui est la deuxième ville du pays, donc après la capitale Dushanbe, une relativement grande ville, mais enfin, il y a 300 000 habitants, quelque chose comme ça. Ce n'est pas immense. Et qui est un peu la capitale de l'ouest du pays, si vous voulez, du nord-ouest. C'est toute cette partie nord-ouest est la partie la plus riche parce que c'est là que les terres sont les meilleures. Comme vous le voyez sur la carte, il y a peu de montagnes, peu de relief. Il y a un peu de relief, mais enfin, il n'y a pas de haute montagne. Donc, ça ne souffre pas des problèmes du reste du pays où on a des vallées très encaissées, des montagnes très escarpées, et où il y a très peu de terres arables. Donc, dans ce voyage, vous entendrez parler d'un certain nombre de grands noms de l'histoire, comme Alexandre le Grand, par exemple, comme Gengis Khan, comme Marco Polo. Vous entendrez aussi des noms mythiques, comme la Sogdiane, qu'on a appelé aussi la Transoxiane, la Sogdiane, donc qui correspond à peu près à ce qu'est aujourd'hui le Tadjikistan, Sogdiane Bactriane, je pense que ça dit quelque chose à pas mal de gens. La Sogdiane qui était habitée par les Sogdiens, donc tout ça c'était à l'époque de la route de la soie, avant les invasions arabes du 8e siècle.
D'autres grands noms mythiques, l'Oxus et l'Iaxartès, les deux fameux fleuves de l'Antiquité. Alors l'Oxus, c'est celui que vous voyez tout au sud du pays, qui fait frontière avec l'Afghanistan, qui est en réalité l'Amou-Daria aujourd'hui, qui s'appelle l'Amou-Daria aujourd'hui, et dont nous remonterons une partie des sources à une rivière qui s'appelle la Panj et qui ne devient que plus tard, à peu près vers la frontière ouzbek en bas à gauche, qui ne devient la Moudaria qu'à ce niveau-là. Et l'autre, donc ça, l'Oxus, la Moudaria, et l'autre grande rivière qu'on verra, mais pas très longtemps, parce qu'elle est tout au nord, justement, elle passe à Khoujand, le Iaxartès, qui est aujourd'hui le Sirdaria. Donc, Khoujand a été bâti le long du Sirdaria. Et on arrivera donc à Khoujand dès le deuxième jour du voyage. On visitera toute cette région de Sourte, qui s'appelle. Le Sourte, c'est le nom de la région et ça vient de Sogdian d'antan. On ira ensuite à Istarafshan. Istarafshan, qui est aussi une… Toutes ces villes sont très anciennes, hein, ont environ 2500 ans d'existence. Et ont eu une importance stratégique pour Alexandre le Grand et d'autres conquérants avant et après lui. On verra d'anciens bâtiments sogdiens aussi dans les ruines de Penjikent. Donc, vous voyez ici, on continue, on descend sur Penjikent, qui est quasiment à la frontière ouzbek. En fait, Penjikent est à 60 km environ de Samarcande. Donc, Samarcande est juste hors de la carte sur la gauche. À Penjikent, on a retrouvé relativement récemment, puisque c'était dans les années 40 seulement, les ruines d'une cité antique sogdienne. Alors bon, c'est des ruines de terre, c'est de la terre crue, donc c'est très érodé. Les premières fouilles qu'il y avait, on creusait et puis on mettait les bâtiments à jour, mais évidemment avec l'érosion et le temps, tout partait en poussière. Alors maintenant, ce qu'ils font, ils continuent de faire des fouilles. Ce sont essentiellement des Russes qui travaillent là-bas, un archéologue de Saint-Pétersbourg, Pavel Laurier. Et maintenant, il travaille sur 2 ou 3 saisons sur une maison ou 2 maisons, et ensuite il referme les fouilles. Donc, on verra d'anciens sites sogdiens. Alors, les Sogdiens, c'était un peuple de commerçants de l'époque de la route de la soie, donc était très important. Vous en avez peut-être entendu parler si vous êtes allé au Xinjiang, à Jiaohe ou dans Gaochang, dans tous ces endroits-là où on parle aussi des Sogdiens. Ces Sogdiens qui étaient des Zoroastriens. Donc, on verra dans ces ruines des temples zoroastriens. Donc, on verra plusieurs anciennes villes comme Bunjikat, qui est avant Penjikent. Pardon. Penjikent également, qui est la mieux préservée. Et toute cette vallée de Penjikent, là que vous voyez, là où on a une flèche dans les deux sens, vers la droite et vers la gauche, c'est la vallée du Zarafshan, donc une première vallée de montagne très belle, où on verra également d'autres petites choses magnifiques. On fera une excursion aussi d'une demi-journée à 7 lacs qui sont en enfilade sur une même rivière qui se trouve pas loin, dans un endroit très reculé, qui s'appelle les lacs de Margouzer. Et puis, on reviendra sur… Pardon, j'ai un chat dans la gorge. On reviendra sur Aini et on ira à un fameux lac qui s'appelle le lac Iskanderkoul, qui veut dire le lac d'Alexandre. En fait, il y a tout un tas de… Comme beaucoup d'endroits où Alexandre est réputé être passé, on a tout un tas d'endroits avec des légendes concernant Alexandre le Grand. Donc ça, c'était à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et de Iskanderkoul, donc on descend. Alors, c'est une vallée magnifique, hein, toute rose. D'ailleurs, une chose à dire à ce propos, c'est qu'on peut penser que le Tadjikistan est un pays entièrement de montagnes, ce qui est vrai quasiment entièrement, et que ça pourrait du coup être un peu monotone. Et en réalité, chaque zone, chaque chaîne de montagne a des couleurs différentes, a des aspects différents.
Et je dis toujours, si on montre une photo du voyage, je peux dire dans quel coin elle a été prise parce que c'est différent, l'impression d'ensemble est différente d'un endroit à l'autre. On arrivera donc sur Douchambé, la capitale, aujourd'hui en plein essor. J'y fais retourner l'été dernier après 3 ans d'interruption because Covid. Et la rue dans laquelle est l'hôtel était absolument méconnaissable. Notre hôtel était le bâtiment le plus haut de la rue, et maintenant c'est le plus petit de la rue, et il n'y a que des espèces de gratte-ciel qui ont été construits en l'espace de 3 ans. C'est vraiment impressionnant. Et les Tadjiks, en rigolant, me disaient c'est Las Vegas maintenant. Donc ça change très très vite. Douchambek est une ville essentiellement modernisée, disons, à l'époque russe. Donc on verra là-bas d'anciens bâtiments de style néoclassique russe. C'est assez joli, avec une belle avenue arborée qui s'appelle l'avenue Roudaki. Et à Douchambé en particulier, on verra le musée des Antiquités qui est absolument passionnant, avec de magnifiques objets. Pour les Parisiens, vous avez peut-être vu au début de l'an dernier ou à la fin 2021, début 2022, il y a eu une grande exposition à Paris, à Guimet, qui s'appelait, je ne sais plus, une histoire de fleuve d'or, et qui comprenait tout un ensemble de pièces qui venaient du musée de Douchambé. Bon, cet été, elles étaient revenues, mais elles n'étaient pas réexposées. Enfin, l'été dernier, elles n'étaient pas encore réexposées. J'espère qu'elles devraient quand même l'être l'été prochain. Donc ça, c'est magnifique. Et surtout, vous verrez des fresques qui n'ont pas été gardées in situ, bien entendu, puisque dans ces anciennes villes sogdiennes, on a retrouvé un certain nombre de fresques parfaitement préservées pour les plus belles, avec des couleurs extraordinaires, évidemment minérales et végétales. Et bon, vous verrez, c'est très, très beau. Et puis, ça permet de compléter, après avoir vu ces différents sites sogdiens, où on voit essentiellement des ruines de terre crue, des rues, etc. Mais rien de vraiment concret. Là, on verra tout un tas d'objets qui ont été retrouvés lors de ces fouilles. De Douchambé, on s'orientera petit à petit vers le Pamir. On va descendre sur une ville qui s'appelle Koulab. Et de là, vous le voyez, on est tout près de l'Afghanistan. J'ai oublié de dire, le Tadjikistan est encadré par quatre pays. Alors, la carte est un peu trompeuse ici, puisqu'on voit marqué Pakistan. En fait, il n'a pas de frontière avec le Pakistan. Il en a au sud avec l'Afghanistan, à l'ouest avec l'Ouzbékistan, au nord avec le Kyrgyzstan, et une petite partie à l'extrême est, qu'on ne voit pas ici, enfin qui n'est pas inscrite, avec la Chine. Avec le Pakistan, il y a peu de distance jusqu'à la frontière pakistanaise, mais il y a quelques dizaines de kilomètres au niveau du corridor de Wakhan. Voilà, donc on descendra de Douchambé à Koulab, on arrive sur le Panj. Donc le Panj, comme je vous disais tout à l'heure, qui devient plus tard l'Amoudaria. Et ce Panj donc fait frontière naturelle avec l'Afghanistan au sud. Alors il y en a peut-être parmi vous, et sûrement s'il y en a, ils ne sont pas nombreux, qui sont allés en Afghanistan, soit parce qu'ils ont l'âge requis pour avoir été voyager en Afghanistan à l'époque où c'était possible dans les années 70, soit peut-être s'ils sont allés, je ne sais plus combien de temps, avec Hervé qui avait pu faire un voyage, un départ en Afghanistan il y a au moins une douzaine d'années maintenant, sinon davantage, je ne sais plus. Mais bon, pendant plusieurs jours, comme vous le voyez sur la carte, on va longer la frontière afghane. Et donc, comme le Panj, par endroits, est très, très étroit, ça fait quelques dizaines de mètres seulement, vous pourrez voir l'Afghanistan de près, y compris des villages, y compris des habitants, des animaux, etc. Donc, il y a un côté un peu voyeur peut-être, mais assez fascinant, un peu de pouvoir voir ce pays quasiment interdit au tourisme, enfin, où presque personne n'est allé depuis une cinquantaine d'années maintenant. Bon, tout ça, c'est magnifique, toute cette vallée du Panj. On continue de descendre, on arrivera à Khorog, que vous voyez ici, la capitale
de cette grande province, donc qui fait presque la moitié du pays, qui s'appelle le Gorno-Badakhshan, qu'on appelle nous le Pamir parce que c'est plus simple, et qui est une province extrêmement peu peuplée. Hein. Toute la population, elle est à l'ouest, dans la partie orangée ici, et dans la partie violette de haute montagne, on n'a que quelques habitants au kilomètre carré, vraiment très très peu. Donc là, toute cette zone, vous avez des paysages magnifiques et d'anciennes forteresses qui remontent aussi à l'époque de la route de la soie, des forteresses qui ont des ruines de forteresses placées à des endroits stratégiques qui ont souvent à peu près 2000 ans d'existence, qui ont continué à être utilisées par la suite. Donc ça, c'est des balades vraiment très très chouettes. À partir d'Ishkashim, donc quel est le point extrême sud du voyage, vous voyez que le Panj fait un coude. Donc nous, on remontera, on va dans le sens inverse du cours de l'eau. Hein. L'eau coule vers l'ouest et nous, on va ici vers l'est ou le nord-est. Et donc à partir d'Ishkashim, on arrive dans une bande qu'on ne voit pas ici sur la carte, mais si vous regardez une autre carte plus précise, vous verrez, on arrive dans une bande qu'on appelle le corridor de Wakhan, donc encore un des noms mythiques de la région, et qui est en fait une bande de terre, donc qui est la vallée en réalité du Panj, avec sur la rive, que je réfléchis, sur la rive droite, vous avez donc le Tadjikistan, et sur la rive gauche, vous avez l'Afghanistan. Mais vous avez une toute petite bande d'Afghanistan en réalité, parce qu'on est au pied de l'Hindu-Kush, donc qui court à peu près parallèle à cette frontière. Et les sommets de l'Hindu-Kush, donc quelques kilomètres plus loin, forment la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, d'où le mot Pakistan que vous voyez inscrit ici. Donc tout ça, c'est très très beau. Si en plus on a la chance qu'il fasse beau, la plupart du temps il fait beau, mais bon, c'est évidemment pas garanti, mais c'est l'été est la meilleure saison et puis la seule saison possible où on peut faire ces voyages. À l'hangar, on vous proposera une balade assez raide et assez dure. Donc là, c'est uniquement pour ceux qui ont envie. Où on monte, je ne sais plus quel est le dénivelé, je crois que c'est 400 mètres de dénivelé, mais disons on part de 3000 mètres d'altitude pour arriver à des pétroglyphes qui sont cachés dans la montagne et qui remontent à tout un tas d'époques, mais jusqu'à l'Antiquité, voire avant. Et après l'hangar, donc on va monter encore plus haut. Alors, pendant que j'y pense, je vais répondre à une question que souvent les gens se posent sur ce genre de voyage. Je ne sais pas, sur ce genre de voyage, pardon, j'avais un écran qui s'affichait au milieu du mien. Quelle est l'altitude maximale? Alors, l'altitude maximale, elle est de 4655 mètres. Alors, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Ce n'est qu'un col. On passera 2 nuits à 4000 mètres ou 3900 et quelques mètres. Donc, ces 2 nuits, ce sera tout au nord au lac Karakoul que vous voyez, et puis près du lac Yashilkoul que vous voyez un peu plus bas. Pareil, 4000 mètres, ça peut vous paraître beaucoup, mais il faut comprendre qu'on part de la plaine, Tashkent, c'est à je ne sais plus combien, 300 ou 400 mètres d'altitude, je crois, Khoujand également, Dushanbe est à 800 mètres, et puis petit à petit, on monte. Donc la montée est progressive, et franchement, sur les 14 voyages que j'ai accompagnés, comme je disais tout à l'heure, je n'ai jamais eu de problème important quant à l'altitude avec des gens. En fait, on s'acclimatise vraiment petit à petit. C'est pour ça qu'on ne peut faire ce voyage que dans ce sens-là, parce que sinon, on arriverait directement dans des altitudes beaucoup trop élevées. Donc, de l'hangar, on va passer toute une zone complètement désertique, là où vous avez marqué Khargouch, et puis bifurquer. Donc là, on va quitter la rivière qui, à ce niveau-là, ne s'appelle plus Panj, mais Pamir, parce qu'en fait, le Panj lui-même est issu de 2 rivières, la Pamir, celle qu'on va longer, et une autre qui vient d'Afghanistan, qu'on ne voit pas ici, qui est la Wakhan, pardon. Et donc, toute cette zone est absolument magnifique, désertique. On est à 3005, 4000 mètres d'altitude. Il n'y a pas un chat.
C'est essentiellement de la piste. Et puis, on va redescendre de l'autre côté, après avoir passé le col du Lapin, le col de Khargouch. On va redescendre vers un village qui s'appelle Bulumkul, qui est au bord enfin tout près d'un lac qui s'appelle le lac Bulumkul. Kul, c'est lac, hein, et au pied du lac Yashilkul, qui est un petit peu plus haut. Un endroit aussi magnifique, assez basique question confort, mais vraiment très beau. Et puis, dans les jours qui viennent, donc on va arriver dans une zone kirghize, en fait. On est au Tadjikistan, mais il faut se dire qu'une partie de la population est kirghize. Vous savez, ces frontières résultent de l'époque stalinienne, hein, et donc les frontières géographiques ne correspondent pas, enfin les frontières politiques, disons, ne correspondent pas à la séparation des populations. Donc, en fait, vous avez dans toute cette zone, Karakul, Mourghab, Rangkul, tout ça, ce sont des Kirghizes qui ont un passeport tadjik, ils ont un passeport, mais qui sont ethniquement Kirghizes. Donc, des gens complètement différents, puisque les Tadjiks, je ne l'ai pas dit, mais c'est la seule république, enfin, c'est le seul pays persanophone de toute la région. Tout le reste de l'Asie centrale est turcophone. Alors, on a des persanophones aussi dans le nord de l'Afghanistan, mais tout le reste autour, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Kazakhstan, tout ça, ce sont des turcophones, donc des peuples très différents. Mais bon, les Tadjiks sont des Indo-Européens, et puis, alors que les Kirghizes sont des peuplades de type mongoloïde. Donc, vous verrez une différence frappante. On a l'impression tout d'un coup de passer, si vous voulez, de l'Inde à l'Asie ou de l'Europe à l'Asie, en voyant la population changer. Donc, on montrera jusqu'à ce lac, ce grand lac qui est immense, hein. On n'en voit pas l'intégralité, qui s'appelle le lac Karakul, qui veut dire l'eau noire. Il y a un autre lac Karakul au Xinjiang, il y en a un aussi au Kyrgyzstan, tout simplement parce que ça veut dire eau noire, donc c'est assez banal. En réalité, il n'est pas noir, il est bleu, mais ça dépend du temps, bien entendu. Et de là, du lac Karakul, donc on redescend sur Mourghab, on fera une petite incartade, on ira voir un autre lac avec un village très isolé qui s'appelle Rangkul. Et puis on redescend jusqu'à Mourghab, jusqu'au niveau à peu près du Yashilkul. Et là, on retourne vers Khorog par une vallée différente qui s'appelle la vallée de la Gunt étant une rivière qui est magnifique avec des eaux vraiment turquoises comme j'ai rarement vu. De là, on remonte à Kalaïchoum et pour changer, on va passer par un col et arriver sur Tabildara et rentrer sur Douchambé et reprendre l'avion de Douchambé. Voilà, c'est un voyage, j'ai été sûrement un peu trop long, pardon. C'est un voyage que j'ai toujours aimé et que j'aime toujours, bien que l'ayant accompagné beaucoup de fois. Donc, c'est vraiment une de mes passions, une de mes préférences, ce voyage. On voit ça, Cyril, hein, c'est super, ton enthousiasme donne envie d'y aller, mais il faut en garder un peu pour sur place quand même. Hein, donc, voilà, mais c'est bien, ça donne envie. Sur les autres voyages. Ouais, un tout petit peu plus rapide, mais mais c'est très bien, ça donne envie d'y aller. Donc là, vous avez des photos, ce que vous pourrez voilà, ici, observer quelques images pendant que Kevin regarde s'il y a des questions. Oui, alors voilà, si vous avez des questions, questions, je vous invite à les poser dans l'onglet conversation ou chat. Et puis s'il n'y en a pas, on va passer à la destination suivante. Mais voilà, si vous avez des questions sur le Tadjikistan en particulier, je peux les lire et les lire à Cyril et on vous répondra. Voilà, donc quelques images pendant ce temps-là. Ici en bas à gauche, vous avez le Kogumbaz qui est à Istarafshan, donc dans la première partie du voyage, qui est un bâtiment d'époque timouride, hein, construit par le petit-fils d'Ulugh Beg, celui de l'observatoire de Samarcande. Au-dessus, vous avez une photo dans le corridor de Wakhan. Donc, vous voyez un stupa, puisque avec les routes de la soie, le bouddhisme est passé par là. Vous verrez d'ailleurs au musée de Douchambé le plus grand Bouddha couché d'Asie centrale, pardon. Et sur cette photo, vous voyez ces restes de stupa. Donc, sur l'endroit où on est, donc d'où est prise la photo, c'est bien entendu le Tadjikistan. Vous avez le Panj au fond à gauche.
Et les montagnes, au-delà du Panj, donc, c'est l'Afghanistan. Bon, ici, c'est nuageux, on ne voit pas l'Hindu Kush qui est juste derrière. Bon, a Oui, alors priori, dans vas-y. l'ordre, au milieu à droite, pardon, Kevin, au milieu à droite, vous avez Iskanderkul, donc c'est le lac d'Alexandre, où on a une magnifique vallée. On aperçoit ici un peu ces couleurs roses, orangées, avec des formations géologiques très belles. Le lac Yashilkul en bas, dans le Pamir. Pamir, à ce propos, je vais encore m'étendre un tout petit peu, pardon. Pamir, comme beaucoup de gens ont tendance à penser que c'est une chaîne de montagnes. Ce n'est pas une chaîne de montagnes, c'est une zone géographique en réalité, avec tout un tas de chaînes de montagnes très élevées. Et en fait, les Pamirs, ce sont des vallées très élevées et souvent à fond plat, tout simplement parce qu'il y a eu de l'érosion et les montagnes l'érosion des montagnes a comblé le fond des vallées. Et on se retrouve dans des vallées à fond plat qui sont à 3500 mètres ou 4000 mètres d'altitude, avec ce qui paraît être presque des collines des deux côtés, mais qui peuvent être des 5000 ou 5500 mètres sans problème. Et tout en haut, donc la vallée de la Gount, celle par laquelle, dont je vous parlais des eaux turquoises, celle par laquelle on redescend pour rejoindre Khorog avant de remonter sur Dushanbe. Voilà. D'accord. Merci, merci Cyril. Bon, a priori, il n'y a pas de questions par écrit pour le moment. Mais donc, on va passer à la destination suivante, tout simplement en vous disant que le prochain départ pour le Tadjikistan, c'est le 18 août. Donc, du 18 août au 7 septembre. Voilà, on a ce voyage 2-3 fois dans l'année, de juin à août généralement. Donc, si vous êtes intéressé, le prochain départ, c'est le 18 août. Bon, on va passer à la destination suivante. Cyril, je te laisse la parole. Voilà, donc ici on change complètement de région, on reste dans un pays musulman. Cela dit, cette partie-là du pays n'est pas particulièrement musulmane. Il s'agit d'un voyage aux petites îles de la Sonde, donc en particulier à Sumba, Flores et Komodo, Komodo étant rattaché plus ou moins à Flores. Donc vous voyez ici sur la carte Flores au nord, Sumba au sud un petit peu en oblique, et puis Komodo, l'archipel de Komodo avec Rincha, Padar et Komodo sur la partie orientale, enfin au large de Flores. Et l'île dont on aperçoit un bout encore après, c'est Sumbawa. Donc, en fait, ce qu'on appelle les petites îles, les grandes îles de la Sonde, hein, c'est Sumatra, Java. Et donc, au-delà de Java, vous avez Bali. Et Bali est la première petite île de la Sonde. Et en fait, ce qu'on appelle les petites îles de la Sonde, ça va de Bali jusqu'à Timor. Timor qui est au-delà de Flores. Alors, nous, on ira pour ce voyage à Flores oui, j'ai oublié Lombok aussi, entre Bali et Sumbawa. On visitera 2 îles plus l'archipel de Komodo. Donc, on arrive de Paris, on arrive à Bali. Et de là, on prend un vol pour Waingapu, qui est sur Sumba, sur la côte nord, côté est, si vous voyez. Oui, il y a un petit avion d'indiqué. On rayonnera sur Sumba. À partir de là, on repartira de Sumba par l'autre aéroport côté ouest qui s'appelle Tambolaka et on ira sur Flores à Ndé et on traversera l'île, pas d'extrême est en extrême ouest, mais enfin d'une partie orientale jusqu'en extrême ouest. Alors, c'est un voyage qui est essentiellement axé sur la nature et les traditions, les villages traditionnels. Alors, vous avez sur Flores, vous avez des villages de différentes ethnies avec des coutumes et des habitats différents. Là, la photo que vous voyez, c'est une photo d'un village Mangaray, donc qui est sur l'ouest de Flores, avec ses huttes. Bon, c'est un des 2 seuls villages qui subsistent, Mangaray. Et donc là, on a différentes ethnies sur Flores. Sur Sumba, ce n'est pas une question d'ethnie, on a plus des cultures un petit peu différentes, mais la population est la même entre l'Est, beaucoup plus aride, et l'Ouest de Sumba.
Sumba est particulièrement connu pour sa culture mégalithique. Donc, on verra des villages traditionnels qu'ils appellent Kampung Adat. Adat, c'est la coutume, en fait, donc des villages coutumiers, si vous voulez. On ira dans tout un tas de villages, rencontrer les gens, voir l'architecture, regarder leurs mégalithes qui sont essentiellement des monuments funéraires magnifiques. Alors parfois très simple, quand c'est une dalle de pierre sur quatre pilotis, mais avec des pierres tombales sculptées, parfois très anciennes, parfois beaucoup plus récentes. Il m'est arrivé de voir des pierres tombales en train d'être sculptées. Donc c'est une coutume qui continue encore aujourd'hui. Donc des villages, des plages qui sont magnifiques. On ira sur plusieurs plages. On ira à une plage quasiment tout à l'est de Sumba qui s'appelle Watu Parunu. On a une formation géologique assez belle qui ressemble un peu à un éléphant qui irait dans la mer. Bon, tous ces villages sont splendides et puis la nature est très belle. On fera un coucher de soleil près de Waingapu sur une plage également très belle. Et on ira ensuite vers l'ouest. On traversera l'île d'est en ouest pour aller passer 3 nuits dans une zone qui s'appelle Lamboya, qui est à peu près au niveau où il y a marqué Wanukaka ici, donc au sud-ouest, dans un hôtel tenu par un Français d'origine musulmane. Un endroit très agréable, c'est magnifique, l'endroit est magnifique, c'est confortable, c'est pas du super grand luxe, mais c'est très confortable. Et puis c'est vraiment très agréable, avec des soirées magnifiques, c'est très joli, une architecture traditionnelle, etc. Et de là, depuis cet hôtel Sumba Nautil, on rayonne pendant 2 jours entiers dans les villages alentours, qui, vous le verrez, sont différents d'un village à l'autre, parce que bon, il y a des similitudes, mais il y a aussi d'importantes différences. Et puis, bon, il y a le lieu géographique, la topographie des lieux qui joue. Tous ces villages sont d'une grande fragilité. Je me souviens, je crois que c'était le premier voyage que j'accompagnais avec un groupe là-bas il y a quelques années. On était justement à l'hôtel du Sumba Nautil et le Français qui tient cet hôtel me dit « Vous allez où aujourd'hui ?» Alors je lui dis le nom du village, il me dit « Ah ben, c'est un bol, il a brûlé hier. » Et je croyais que c'était une blague. En fait, il avait sur son téléphone une vidéo du village brûlant. Bon, depuis, j'y suis retourné plusieurs fois après, ils ont commencé à le reconstruire. La dernière fois que j'y suis allé, il y a 3-4 ans maintenant, c'était déjà quasiment tout reconstruit. Mais enfin, ce sont des villages où les maisons sont très proches les unes des autres, en matériaux périssables, enfin inflammables. Et donc, quand il y a un feu qui se déclare, pour peu qu'il y ait un peu de vent, quelque chose comme ça, c'est un désastre et ça arrive régulièrement. Bon, enfin, ça n'arrive pas tout le temps, heureusement. Donc, on verra un certain nombre de villages dans cette partie beaucoup plus humide, plus tropicale de Sumba. Et puis, on ira ensuite jusqu'à un village, avant de quitter Sumba, on ira jusqu'à un village qui est à l'extrême est, vous voyez ici, extrême ouest, pardon, qui s'appelle Ratengaro, alors qui est aussi dans un site, alors qui est plus touristique, mais dans un site absolument magnifique et avec des maisons, avec des toits en pyramide qui font une dizaine de mètres de haut, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et bon, tout ça en bord de mer, avec des eaux turquoises, enfin, des différents bleus. C'est vraiment des endroits très beaux. On aura l'occasion aussi par ici, avant de retourner sur Pambolaka, de se baigner dans un petit lagon, lui aussi de couleur turquoise, qui est alimenté par l'eau de mer, mais qui est complètement fermé, disons, à part une espèce de bouche dans la roche par laquelle pénètre l'eau de mer, qui s'appelle Wikuri. Donc, vous pourrez vous baigner. Vous aurez d'autres occasions, hein, si vous voulez vous baigner. On ira sur plusieurs plages. Alors, ce n'est pas un voyage de plage, mais enfin, quand il y a des possibilités de baignade, et s'il y en a que ça intéresse,
on peut toujours se baigner. On terminera Flores à Tambolaca, on verra un marché aussi. Bon, dans ces villages, il peut arriver qu'on voit des marchés, il y a parfois des marchés hebdomadaires, des petits marchés de campagne. Et puis de Tambolaca, donc on prendra un vol pour Ndé, donc sur Flores, une île plus grande, plus verte aussi également que Sumba, enfin, en particulier que la partie orientale de Sumba. Et de Ndé, on montera jusqu'à un village qui s'appelle Moni, que vous voyez ici, qui est à l'extrême ouest de notre circuit, dans un très beau lodge, c'est un éco-lodge dans des rizières, c'est très vert, enfin, un magnifique jardin, pour aller le lendemain matin grimper au Kelimutu. Alors, grimper, c'est un grand mot. Le Kelimutu, c'est donc ce volcan très fameux, c'est sûrement un des endroits les plus fameux d'Indonésie, où vous avez 3 lacs de cratères qui ont la particularité d'être tous les 3 de couleurs différentes et de changer au fil du temps. Donc, ça ne change pas du jour au lendemain, mais la composition des minéraux du lac évolue au fil des ans. Et un lac qui pouvait être rouge il y a 10 ans, il est maintenant vert foncé, etc. Donc ça, c'est très, très beau. Le temps, il faut qu'il soit de la partie, parce que c'est un volcan assez haut, j'ai oublié l'altitude, il me semble que c'est 1600, mais je peux me tromper. La balade n'est pas très difficile, on peut aller très facilement, c'est presque du plan, enfin, c'est un chemin très balisé jusqu'au premier lac, et de là vous avez des escaliers, pas mal de marches, mais bon, vous pouvez le faire à votre rythme, qui montent jusqu'au sommet, et d'où on peut apercevoir, alors on dit toujours qu'il y a 3 lacs, en réalité on ne peut pas voir les 3 lacs en même temps, à part si on a un drone ou quelque chose comme ça, mais on ne voit que 2 lacs, puisque les 2 lacs sont d'un côté, si vous voulez, du sommet, et le 3e lac, on le voit aussi du sommet, mais en regardant dans une autre direction. Ça, c'est très, très beau. On redescendra donc sur l'éco-lodge après cette balade, qu'on peut faire soit très tôt le matin pour le lever du soleil, soit un peu plus tard dans la journée, disons après un petit déjeuner. Personnellement, je l'ai fait des 2 manières et j'ai une meilleure expérience en ne partant pas pour le lever du soleil. Mais bon, c'est jamais garanti, donc je le propose à chaque fois aux clients et puis ils font leur choix et puis on fait en fonction. Après, dans la journée, on visitera des villages. Alors, l'ethnie qui habite cette région s'appelle Liu, donc on visitera plusieurs villages traditionnels, encore une fois, Kampung Adat, donc village de coutumiers, Liu. Et puis, le lendemain matin, avant de quitter pour aller sur Bajawa, on vous proposera, pour ceux qui veulent aussi, là aussi vers le lever du soleil, une balade dans les forêts sur les flancs du Kelimutu pour essayer de voir des oiseaux. Bon, jamais garanti. Souvent, on en entend plus que l'on en voit, mais bon, après, c'est une question de chance, comme tout ce qui est parc animalier. Depuis Moni, donc on va aller sur Bajawa. Donc, vous voyez qu'elle se trouve à peu près au centre de l'île sur notre carte. Bajawa, qui est le centre d'une autre ethnie qui s'appelle l'Ngada, Ngada, avec là encore un habitat très différent, des villages qui sont magnifiques. On fera une balade de plus de 2h30 à peu près facile, puisque c'est essentiellement de la descente, pour aller de village en village, et puis les véhicules nous rejoindront au terme de cette promenade. Donc, de très beaux villages. Tout ça, de l'ethnie Ngada, qui a une particularité, c'est d'avoir au centre, alors ils sont disons, grosso modo en cercle autour d'une place centrale, si vous voulez, avec 2 rangées de bâtiments particuliers. Une rangée qui ressemble à des parasols, qu'ils appellent les Ngadu, et en fait qui symbolise l'ancêtre mâle du clan,
Et donc, ça fait comme un guerrier avec une jupe, si vous voulez, la jupe étant le parasol ouvert, et puis il y a comme un mât au-dessus qui fait la tête et le corps, et puis une petite hutte qui lui fait face, et qui s'appelle les bagas, et là qui représente l'ancêtre féminin du clan. Et donc, si on compte dans un village le nombre de ces couples de Ngadou et Baga, on a le nombre de clans qui habitent dans le village en question. Donc de là, on ira sur Routeng, on visitera, vous voyez ici, il y a marqué Belaragui, c'est un dernier village Ngada avant d'arriver sur Routeng, où à Routeng, on arrive chez les Mengarai, donc une autre ethnie. Je vous montrais tout à l'heure la photo que vous voyez en ce moment, là, avec ces huttes coniques, donc au village de Werebo. Donc ça, c'est l'ethnie Mengarai. À Routeng, on verra des paysages absolument splendides. Bon, là, sur la route entre Bajawa et Routeng, on aperçoit aussi de beaux volcans, et autour de Bajawa également. L'Indonésie étant particulièrement célèbre pour ses volcans. Autour de Routeng, on verra donc de très belles rizières, à la fois des rizières en terrasse et des rizières en ce qu'on appelle en toile d'araignée ou en part de tarte, ou comme vous voulez. Vous verrez une photo tout à l'heure dans la page suivante qui s'appelle le Dokchara. Et de là, on ira sur le village de Werebo, donc qui est tout au sud de l'île. Qui est un endroit magnifique, bon, malheureusement touristique, parce que c'est le seul vrai village qui subsiste Mengarai. Mais bon, c'est relativement bien organisé. On fait une balade magnifique, un petit peu difficile selon la météo, parce que c'est de la grimpette pendant, je ne sais plus, 1h30 ou 2 heures, non, peut-être 2h30 plutôt, dans un climat tropical. Donc, pour peu qu'il fasse un peu chaud, on arrive bien trempé tout en haut, mais la forêt est très belle, il y a quelques points de vue très chouettes, et on arrive sur ce village totalement isolé de Werebo, où on passe la nuit dans une maison commune avec les autres visiteurs. Alors, il peut y avoir d'autres étrangers. Je crois que la dernière fois que j'y étais avec un groupe, c'était que des Indonésiens. Mais bon, il y a 20, 30, 35, je ne sais plus, personnes qui dorment. Ces maisons sont immenses, hein, on ne s'en rend pas compte sur la photo, mais enfin, elles sont très, très grandes. Donc, les gens sont disposés en cercle, donc on n'est pas les uns sur les autres. Et en fait, ça se passe très bien. Mais c'est un endroit très, très beau. Et puis, après Werebo, on retournera sur Routeng pour aller sur l'extrême ouest et rejoindre Labuan Bajo. On fera un petit saut, encore une autre balade dans des rizières près de Routeng, et puis on fera un petit saut par la grotte de Liang Bua, où on a découvert il y a quelques décennies celle qu'on a appelée la naine de Flores, donc un fossile très ancien d'une espèce d'hominidés jusque-là inconnue, de gens tout petits. Donc, on visitera cette grotte et le tout petit musée qu'il y a avec. Et puis, on continuera sur Labuan Bajo, donc, qui est le port d'où on partira le lendemain en bateau pour 2 jours et demi sur l'archipel de Komodo, Rincha, Padar, tout ça. Enfin, les gens connaissent en général sous le nom de Komodo. On est sur un joli bateau avec des cabines confortables. La bouffe est toujours très bonne. Et puis, on ira faire une balade sur l'île de Rincha, une balade sur l'île de Komodo, une balade au lever du soleil sur l'île de Padar, où on a une vue absolument splendide. On aura de nombreuses occasions de faire du snorkeling pour ceux qui veulent, ou de se baigner tout simplement. Donc, c'est une belle fin de voyage parce que ça permet vraiment de se relaxer ces 2 jours et demi sur un beau bateau avec de la bonne nourriture. Et puis, on verra donc la faune. Vous avez donc ces fameux varans de Komodo, bien entendu, mais vous avez également des cacatoès, vous avez des pigeons impériaux verts, des mégapodes qui sont des espèces ça ressemble un peu à des poules, mais avec comme leur nom l'indique, avec des mégapieds, et qui font des espèces de gros nids, des gros monticules comme des volcans un peu. Et puis, au terme de ces 2 jours et demi, vous verrez, c'est magnifique. On rentre sur le port de Labuan Bajo, on repasse une nuit dans un hôtel qui est directement sur la plage.
et puis on reprend un vol de Labuan Bajo pour Denpasar et Paris ensuite. Voilà pour ce voyage, lui aussi très beau, très différent évidemment du Tadjikistan, mais très très beau aussi. Merci Cyril, merci beaucoup. Bon, a priori, il n'y a pas de questions non plus pour l'Indonésie. De toute façon, il va falloir qu'on accélère un peu si on veut pouvoir faire tous les circuits. D'accord. Donc ici, juste quelques photos. En haut, la grande photo, ces rizières en toile d'araignée, l'Odoktiara, dont je vous parlais tout à l'heure. En haut à droite, Flores, donc l'île de Padar, donc, qui est dans l'archipel de Komodo, où on ira voir le lever du soleil. C'est une bonne grimpette, mais ça vaut la peine. Un village Ngada, donc près de Bajawa au centre, tout en bas les lacs du Kelimutu, qu'on distingue pas très très bien, mais enfin on voit deux couleurs différentes. Et puis en bas à gauche, sur Sumba, un village avec une tombe mégalithique avec la dalle et puis une magnifique pierre tombale. Et une autre, tout en bas à gauche, une pierre tombale plus récente, dont on ne voit ici que la partie centrale, mais qui est beaucoup plus haute, avec toute une mythologie d'indiquée dessus. D'accord. Voilà. On va passer au Bangladesh s'il n'y a pas d'autres questions. On va essayer de faire ça en 10 minutes, Cyril, sur le Bangladesh. Et ensuite, on ira au Pakistan. Je te rends la parole, Cyril. Alors, le Bangladesh. Donc, je vous avais parlé de deux tout petits pays et de deux grands pays. Ici, le Bangladesh, donc, qui fait la même taille que le Tadjikistan de tout à l'heure, donc à peu près 140 000 km², donc un quart de la France, mais 170 millions d'habitants, donc un pays très, très densément peuplé, qui est un pays essentiellement de plaines alluviales. Hein. Vous avez le Brahmapoutre et le Gange qui s'y rejoignent et qui font un delta. Vous avez ici sur la carte le Gange sur la gauche. Alors c'est un peu déroutant parce le Gange, ils l'appellent Padma, qui veut dire le lotus, et le Brahmapoutre, ils l'appellent Yamuna, qui est en Inde une autre rivière sacrée qui passe à Agra. Donc c'est un peu à s'y perdre, mais bon, c'est le Gange et le Brahmapoutre qui se rejoignent un peu au sud de Dhaka et puis forment le delta du Gange et du Brahmapoutre, qui est à cheval en fait sur l'Inde et sur le Bangladesh. Donc essentiellement, c'est un pays de plaine, avec l'exception de la frontière birmane sur la droite, à l'est, donc puisque le Bangladesh, en fait, au sud, vous avez donc le golfe du Bengale. Quasiment sur tout le tour, vous avez l'Inde, donc le Bengale occidental sur la partie basse. Au-dessus, vous avez les différents États ce qu'ils appellent les Seven Sisters de l'Inde, donc du nord-est de l'Inde. Et puis, tout en bas, au-delà de Chittagong, là, vous avez la frontière avec la Birmanie. Et donc, le long de cette frontière, vous avez de la basse montagne ou des hautes collines, comme vous voulez, et donc, mais tout le reste du pays est de la plaine. Alors, c'est un pays qu'on connaît en gros uniquement pour des points négatifs, enfin, ou pas très positifs, disons, essentiellement pour sa surpopulation, sa pauvreté, ses cyclones, il y en a encore un en ce moment, ses catastrophes de ferry, etc. Un peu aussi maintenant pour son industrie textile, mais dont, si vous dites à quelqu'un « je vais au Bangladesh cet hiver », tout le monde va vous dire « mais qu'est-ce qu'il y a à voir au Bangladesh ?» Et en réalité, il y a pas mal de choses à voir qui sont totalement méconnues. Alors, si vous voulez aller dans un pays où vous ne verrez pas de touristes, les seuls touristes que je crois que j'y suis allé 6 ou 7 fois, je ne sais plus, les seuls touristes que j'ai jamais rencontrés là-bas, ce sont des diplomates qui vivent à Dhaka ou des hommes d'affaires qui viennent pour quelques jours et qui visitent un ou deux trucs. Mais c'est tout ce que j'ai rencontré comme tourisme. Alors, si vous voulez vraiment un pays où on peut être complètement en dehors du monde du tourisme, ça, c'est le pays rêvé. Bon, ça se mérite aussi, hein, parce que tout n'y est pas facile. La population à 90% musulmane et d'une très grande amabilité. Ils sont très curieux. Bon, ils viennent toujours, ils veulent faire des photos avec vous, discuter avec vous, etc. Dès qu'on est dans des villages et tout ça, on a des
des troupeaux de gens, d'enfants, mais pas que d'enfants, qui viennent autour de nous, et toujours très, très curieux, vraiment des gens très, très agréables. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir au Bangladesh? Bon, il y a sa grouillante capitale Dhaka, hein, qui est peut-être la ville la plus densément peuplée du monde. Enfin, je ne saurais pas vous dire maintenant combien de millions d'habitants il y a à Dhaka, mais enfin, c'est absolument dément. Et en contrepartie, enfin, ou en corrélation, on a une circulation qui est aussi absolument démente. Donc, au Bangladesh, pardon, on sait quand on part, on sait rarement quand est-ce qu'on arrive. Bon, ce qui ne vaut pas dans les campagnes en dehors, mais enfin, on a quand même pas mal d'endroits qui sont assez difficiles pour la circulation. Les routes sont dans l'ensemble assez mauvaises également parce que, à cause des moussons chaque année qui détruisent beaucoup, puisque c'est un pays plat. Donc, près de Dhaka, on verra une ancienne capitale avec quelques anciens bâtiments qui s'appelle Sonargaon, que vous voyez indiqué ici. À Dhaka, on visitera le musée, puis les bâtiments et temples les plus importants, dont un temple hindou, une mosquée chiite, la majorité étant sunnite, hein, au Bangladesh. Et puis on prendra un ferry en fait de Dhaka. On prendra vraiment un ferry local. Donc ces immenses bateaux que vous avez sûrement déjà vus dans des reportages. Alors ce sont des bateaux qu'on prend la nuit, donc on arrive le soir vers 18 ou 19 heures. Et puis, vous verrez l'activité dans le port. Vous avez des dizaines de ces énormes rafios qui attendent les passagers pour partir. C'est quelque chose que moi, je n'ai vu nulle part ailleurs, vraiment très impressionnant. On passe la nuit sur ce bateau et puis on descend de, je ne sais plus, quelque chose comme 250 km vers Barisal, que vous voyez plus bas, et où on accoste le matin. On descendra du bateau en général vers 6h30, quelque chose comme ça. Et de là, on ira dans un village à la campagne, passer la journée, se balader à pied, en rickshaw, et voir tout simplement comment vit un village à la campagne, les pêcheurs, les activités des paysans, etc. On mangera chez l'habitant. Et c'est assez passionnant parce que là, on est vraiment immergé dans un village complètement lambda du Bangladesh, ce que peu de gens ont l'occasion de faire. Donc, on passera la journée ici, on dormira dans un hôtel à Comilla, pas à Comilla, à Barisal. Les premiers voyages, on dormait chez l'habitant, enfin, c'était quand même très, 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 très spartiate. Donc, au dernier voyage qu'on a fait, on est allé à l'hôtel et c'est quand même préférable. Et le lendemain, donc, on descend sur Bagherat, ici, que vous voyez, qui est une ancienne ville du Moyen-Âge, donc avec tout un tas de mosquées. Il reste à peu près que les mosquées de l'époque, c'est de la deuxième moitié du XVe siècle, dont la mosquée dite aux 60 dômes, qui en a en réalité 77, mais bon, elle s'appelle Sheikh Gumbaz, qui veut dire les 60 dômes. Et donc, on verra ces différentes mosquées, on se baladera un petit peu et on continuera sur Mongla, qui est à l'embouchure, si vous voulez, des Sundarbans. Et donc, le lendemain matin, on prendra un bateau, alors moins confortable que celui dont je vous parlais tout à l'heure pour Komodo. Enfin, ça va, c'est propre, c'est plus basique, mais enfin, c'est tout à fait correct. Et là, on passe une journée et demie de navigation. Donc, on descend jusqu'au golfe du Bengale. Et on fera quelques arrêts, on essaiera de voir de la nature en cours de route. Donc les Sundarbans, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toute une zone, là encore classée au patrimoine mondial de l'humanité, à cheval sur l'Inde et sur le Bangladesh, et qui est une grande réserve de tigres. Alors, moi j'y suis allé un certain nombre de fois, je n'ai jamais vu de tigre. Je connais quelqu'un qui n'y est allé qu'une fois, qui s'appelle Hervé Tribolaspierre, et qui a vu un tigre, preuve à l'appui, j'ai vu sa vidéo. Donc bon, il est possible de voir des tigres, mais enfin, sachez que c'est quand même très improbable. Hervé avait eu beaucoup de chance cette fois-là. Et donc, on voit des martins pêcheurs des différentes couleurs qui sont magnifiques. Il m'est arrivé de voir des hiboux, des aigrettes, des cervidés, etc. Donc, on voit tout un tas d'animaux. Et on n'est pas uniquement sur le bateau. Par moment, on descend le bateau trimballe une chaloupe avec lui, puis on descend dans la chaloupe
à plusieurs reprises pour s'enfoncer dans les arroyos et essayer de surprendre un peu de la faune et puis de voir un peu l'ambiance. Donc ça, c'est une journée et demie. Et de là, on remonte sur Khulna, puis Koustia, que vous voyez donc au niveau du Gange ici. À Koustia, on verra la maison une des maisons de Rabindranath Tagore, donc prix Nobel de littérature en 1913, si je ne m'abuse. Donc un des grands auteurs indiens, qui était un Bengali en fait. Donc là aujourd'hui, Koustia, c'est au Bangladesh, mais évidemment à l'époque, c'était l'Inde. Oui, parce que le Bangladesh, tout le monde ne le sait pas toujours, en fait, faisait partie donc, du Raj britannique, donc, qui comprenait également la Birmanie, donc outre l'Inde et le Pakistan. Et au moment de l'indépendance, donc en 1947, il y a une partition de fait sur une base religieuse. Donc, l'Inde est restée ce qu'est l'Inde, et le Pakistan est devenu la partie à majorité musulmane, avec ce qui est aujourd'hui le Bangladesh et ce qui est aujourd'hui le Pakistan. Donc on avait Pakistan occidental, donc le Pakistan, et le Pakistan oriental, qui est devenu en 1971, donc 24 années plus tard, une république indépendante suite à une guerre avec le Pakistan, parce qu'ils en avaient marre d'être sous le joug des Pakistanais qui étaient à 2000 km d'écart, puisqu'entre les deux, on avait l'Inde. Donc, ils sont indépendants après une guerre d'indépendance très sanglante. Ils sont indépendants aujourd'hui depuis 52 ans du Pakistan. Donc, de Koustia, on monte sur un très bel endroit qui s'appelle Putia. On a d'anciens temples hindous. Encore une fois, on n'a pas que de l'islam dans l'histoire, et on va le voir plus haut. Des petits temples hindous des 18 et 19e siècles. Et Rajshahi, on verra également une mosquée. On fera un aller-retour près de la frontière indienne. On voit ici un petit aller-retour jusqu'à une ville qui s'appelle Gore ou Shahbazpur. On verra aussi des mosquées de pierre de l'époque moyenâgeuse. Et de là, on monte sur Paharpur. Alors, troisième religion après l'hindouisme et l'islam. Paharpur est un immense, là encore classé au patrimoine mondial de l'humanité, un immense monastère bouddhiste qui date du 8e siècle. Donc, on verra les ruines, si possible, le musée, s'il est ouvert. Il y a un petit musée, mais alors les heures d'ouverture là-bas, c'est très fonctionnaire, donc ce n'est pas toujours ouvert, où il y a de belles pièces aussi. Et puis, donc ça, c'est un site très impressionnant de briques, Paharpur, un ancien monastère bouddhiste, qui était le plus grand de toute l'Asie du Sud, je crois, Paharpur, enfin, qui s'appelait Somapura Vihara, de son vrai nom. Paharpur, c'est le nom actuel. Et de là, on monte sur Dinajpur, où on a, pas très loin de Dinajpur, on a, vous voyez, Kantanagar, qui est un temple absolument magnifique, un temple hindou, cette fois-ci, du XVIIIe siècle, avec des reliefs de terre cuite. Sur la page d'après, on verra une photo d'une finesse extraordinaire. C'est magnifique, une très grande variété de bas, voire hauts reliefs taillés dans la brique. C'est splendide. On redescend après sur Bogra. Donc, tout ça, au passage, on passe par des petits villages où on verra des mosquées de villages qui sont souvent des 15e, 16e, 17e siècle, des mosquées soit de terre cuite, comme celle qu'on voit sur la photo ici derrière, qui est la mosquée Soura, un peu avant Bogra, soit de pierre, comme la mosquée Kusumba, mais enfin, c'est très joli, et puis très cosy, enfin, elles sont toutes petites, ces mosquées, c'est des mosquées de village, mais qui ont 5, 6 siècles souvent d'existence. De Bogra, on traverse le Brahmapoutre pour arriver à Tangail. On verra une autre petite mosquée, la mosquée Atiya. Il y a aussi une photo, je crois, sur la page d'après. Mymensingh ensuite, où je ne suis jamais allé parce qu'on a changé l'itinéraire ici, parce qu'on avait une étape qui était infaisable. Donc, on a fini par rajouter une journée et puis changer un peu l'itinéraire. Donc là, on verra un Rajbari. Les Rajbaris, c'est les anciens palais des riches, des princes ou des riches propriétaires terriens. C'était souvent les mêmes, d'ailleurs. Et puis la vieille ville de Mymensingh, qui est aussi une des grandes villes du Bangladesh. Et de là, on va sur la zone est, donc nord-ouest nord-est du pays, avec Sri Mongol, qui est une zone de plantation de thé,
où on fera une balade dans une petite forêt tôt le matin, en espérant voir les gibbons de Houlok, qui sont des gibbons. Il y en a plusieurs colonies qui vivent dans cette petite forêt. Alors, on les voit ou on ne les voit pas. On les entend quasiment toujours. Parfois, on les voit, parfois, on ne les voit pas. Mais c'est un animal aujourd'hui très rare. Et puis, on montera sur Sylhet, donc une autre grande ville, et jusqu'à la frontière indienne avec Tamabil, qui est le poste frontière, et puis Jaflang, où on a, si on arrive à temps pour le coucher du soleil, un spectacle magnifique sur la rivière avec des transports de pirogues, de gravier et de sable dans des pirogues, tout ça dans une lumière orange et dans la brume, c'est splendide. Et de là, on redescend de Sylhet, on prendra un train pour redescendre à Comilla, d'où la voie ferroviaire que vous voyez tracée ici. Donc, toute cette partie longe la frontière indienne. Et puis, à Comilla, on verra un autre ancien monastère bouddhiste également du 8e siècle. De Comilla, on descend sur Chittagong. Alors, Chittagong, c'est la partie sur la côte. Hein. Sur la carte, on ne comprend pas forcément. On a l'impression que Chittagong est à droite. Donc, Chittagong est le point gauche, donc sur la côte, qui est la deuxième ville du pays, un port immense. Et puis, Bandarban, qui est sur la droite, dans les collines, justement, où là, un peu comme je vous disais au Tadjikistan, où on change complètement d'ethnie, on va arriver dans des populations, vous en verrez. Ah, la liaison a été coupée avec Cyril, a priori. Je vous rappelle qu'il est dans le nord de la Thaïlande, à 100 km au nord de Chiang Mai, là où il y a le Doi Suthep. On va voir si Cyril arrive à se reconnecter. Et après, on va passer au Pakistan. Oui, Hervé, allez-y. Je vais embrayer, on va prendre le programme un peu à l'envers, et je vais parler du Sud-Pakistan du Nord-Pakistan en attendant que notre ami Cyril revienne. D'accord, allons-y. Bien, donc le Nord-Pakistan, vous l'avez compris, donc c'est un voyage que ne connaît pas encore notre ami Cyril, mais quelque part, il va se retrouver un peu comme chez lui, parce que je vais dire pour simplifier que le Nord-Pakistan, c'est la combinaison du Tadjikistan, pour l'esprit, pour les montagnes, les vallées, le côté ismaélien de cette région, et puis c'est également le Pakistan. On retrouve bien sûr des éléments du sud qu'il connaît bien. Alors, curieusement, le Nord-Pakistan, c'est une région fortement touristique pour les Pakistanais eux-mêmes. Et d'ailleurs, lorsque j'ai fait cette reconnaissance il y a quelques années, nous avions été surpris de voir à quel point les Pakistanais étaient nombreux et quelque part, c'est plutôt sympathique. Un pays qui organise un tourisme national est plutôt le signe positif d'une société qui, malgré tout, en dépit des problèmes que le Pakistan a, qui malgré tout va quand même pas si mal. Quand il fait 50 degrés dans le sud, il fait 20-25 dans le nord. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles des millions de Pakistanais viennent passer leurs vacances dans le pays. Alors, je vous ai dit, c'est un monde ismaélien, particulièrement dans cette région de l'Est du Nord-Pakistan. On va le retrouver je vais autoriser Cyril à revenir, il va m'écouter. On le retrouve dans la qualité des architectures que l'on peut trouver et qui sont devenues souvent des palais aménagés en hôtel. Et vous en avez ici, vous avez le manoir de Raplou, hein, qui est un palais du XVIIe siècle, si je me souviens bien, et qui a été converti grâce
à l'Agaran étant, ou l'Agacan comme on dit improprement en français, l'Agaran étant le chef spirituel des Ismaéliens, et il consacre son immense fortune à essayer de développer des activités économiques, et parmi celles-ci, le tourisme. Et son nom est souvent associé à la chaîne Serena. Vous trouvez des hôtels Serena en Tanzanie, par exemple, parce qu'il y a des Ismaéliens là aussi. Et donc, de fait, le manoir que vous voyez, ce magnifique manoir de bois, c'est un hôtel Serena, et dans lequel on passe la nuit. Alors, le Nord-Pakistan, je dois dire, moi qui ai visité à ce jour 87 pays dans le monde, pour moi, c'est une des plus belles régions du monde. Une des plus belles régions du monde. Des paysages grandioses, des vallées incroyables, avec des couleurs jaunes, verts, gris des montagnes, et puis toujours en fond de décor, les neiges éternelles des glaciers. C'est absolument incroyable. Voilà, et je ne vais pas en dire plus parce que je ne veux pas être aussi long que l'ami Cyril. Néanmoins, il n'est toujours pas de retour. Hein, il est là, mais son micro semble coupé. Alors, est-ce qu'il capte bien? Entre-temps, je ne sais pas. peux répondre à des questions. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Cyril. OK. Oui, Internet a coupé, mais ça a été rétabli en 5 minutes. Désolé très bien. Mais ça veut dire qu'il faut peut-être être un peu plus rapide dans les explications, parce que je pense qu'il y a la qualité de la connexion diminue avec le temps que l'on passe. Je termine rapidement sur le Nord-Pakistan. Donc vous voyez ces paysages absolument fantastiques, des lacs, des architectures, là encore, c'est un palais dans le nord. Et puis donc cette population qui est toujours très accueillante, très aimable. C'est aussi la douceur de l'islam ismaélien qu'on retrouve. Hein, la secte ismaélienne étant une dissidence chiite. Voilà, je pense vous avoir dit l'essentiel de ce que je croyais être important de dire sur cette belle destination, et je rends la parole à Cyril qui va, donc on rembobine et on revient. Donc au Bangladesh, on a terminé peut-être? Je vais terminer en 30 secondes le Bangladesh, et puis après on peut attaquer le dernier, donc le Pakistan. Donc au Bangladesh, de Chittagong, je vous disais, on redescend sur, désolé pour cette interruption, hein, ça a coupé, ça arrive souvent ici, on descend sur Cox's Bazar, qui est le grand lieu de villégiature des Bangladais, des Bengalis, qui est une longue plage de 120 km, où vous verrez un coucher de soleil assez beau, et puis on ira faire une balade sur l'île de Maheshkhali, qui est une île de pêcheurs avec des temples, des monastères bouddhistes, parce qu'on a pas mal de bouddhistes dans le coin. Vous verrez des temples qui ressemblent beaucoup aux temples de Birmanie. Et de Cox's Bazar, donc on reprend un vol pour rentrer sur Dhaka. Donc là encore, comme pour le Tadjikistan, c'est un voyage extrêmement complet qu'on peut faire. On peut voir le pays dans sa quasi-intégralité en raison de la faible taille de ce pays. Voilà. Quelques photos peut-être. Voilà ici donc les bateaux qu'on appelle les bateaux lunes sur la plage de Cox's Bazar au coucher du soleil, tout à la fin. En bas à gauche, des poissons en train de sécher des raies, si je ne m'abuse. Enfin, je ne suis pas poissonnier, mais sur l'île de Maheshkhali. Et au milieu, en bas, la mosquée Atiya, près de Pangail, une mosquée aussi avec une façade toute en terre cuite, très belle. Une mosquée de pierre. La pierre est très rare au Bangladesh, donc il y a très peu de mosquées de pierre. La mosquée Kusumba en haut. Une photo d'un bateau récoltant des palmes sur les Sundarbans.
donc dans le sud. Et puis un détail d'un de ces reliefs de terre cuite dont je vous parlais tout à l'heure, du temple hindou de Kantanagar du XVIIIe siècle. C'est vraiment magnifique. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas classé au patrimoine mondial de l'humanité, parce que c'est absolument exceptionnel. Voilà. Donc, merci Cyril. On va passer au Pakistan. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions par écrit durant la présentation. Et puis après le Pakistan, donc, qui conclura la présentation de ces 5 voyages, vous pourrez également éventuellement rallumer vos micros et poser vos questions. Cyril, je te laisse conclure avec le Pakistan. Voilà, donc je vais essayer de terminer brièvement par le Pakistan. Donc ce voyage, après le voyage de la partie nord dont vous a parlé Hervé, moi je vais vous parler de la partie sud, donc qui était en gros la vallée de l'Indus. Vous voyez l'Indus qui coule tout le long jusqu'au sud de Karachi. Donc grosso modo, le voyage suit le cours de l'Indus. On part du nord, donc d'Islamabad, la capitale aujourd'hui, qui est une ville moderne. La première capitale, c'était Karachi au moment de l'indépendance, pendant la construction d'Islamabad. Et on ira voir, on passera une journée à Taxila, qui est à une quarantaine de kilomètres d'Islamabad, où vous avez des restes d'un site bouddhiste du début de l'ère chrétienne, qui s'appelle Taxila, classé lui aussi au patrimoine mondial, avec le fameux art du Gandhara, l'art gréco-bouddhique du Gandhara, donc qui date du début de l'ère chrétienne. Ça, c'est splendide. D'Islamabad, on ira faire un aller-retour aussi au fort de Rohtas, qui est un fort médiéval construit pendant une interruption de la dynastie moghole par celui qui est devenu roi à l'époque, qui s'appelait Sher Shah Suri. Donc, est un fort, une construction militaire en relativement bon état, qui est, je crois, aussi classé par l'UNESCO, si je ne me trompe. Et puis, d'Islamabad, on descendra ensuite sur Lahore, en passant par Katas, ici, vous voyez, où on a des temples hindous au bord d'un lac, d'un petit étang sacré. On verra l'ancienne mine de sel de Kevra, qui est toujours en activité aujourd'hui et qui est une mine très ancienne, puisque on dit que c'est les chevaux d'Alexandre le Grand, encore lui, mais on est dans la même région. Le Tadjikistan de tout à l'heure n'est pas très loin, l'Inde est à côté. Les chevaux d'Alexandre se seraient mis à lécher la pierre, et en fait, c'est comme ça qu'on aurait découvert que c'était une mine de sel. C'est donc ce qu'on appelle le sel rose de l'Himalaya. Vous verrez cette mine de sel, on peut aller à l'intérieur. C'est assez impressionnant. On descend vers Lahore, on s'arrêtera à Sheikhupura. On a un très beau bâtiment construit par Jahangir, donc le quatrième empereur moghol, pardon, qui s'appelle Hiran Minar, qui est un petit pavillon sur un étang, sur l'eau, au centre d'un étang, avec une tour mémoriale à la mémoire de son antilope préféré. Et puis on atteindra la grande ville de Lahore, donc ancienne capitale de l'époque moghole, donc à l'époque d'Akbar et de Jahangir en particulier. Vous savez que les capitales mogholes, on a eu Agra, on a eu Fatehpur Sikri juste à côté, on a eu Delhi et on a eu Lahore. À Lahore, tout un tas de mosquées plus belles les unes que les autres à voir. On verra un hammam aussi, un ancien hammam qui a été très bien restauré justement par la fondation de l'Aga Khan il y a quelques années. Une mosquée aussi restaurée par la même fondation, très bien restaurée. Et on ira, en fin d'après-midi, on ira jusqu'à la frontière à Wagah pour voir cette fameuse cérémonie du baisser des couleurs, où on ferme la frontière, disons, entre l'Inde et le Pakistan à 17h, il me semble, ou 18h, je ne me rappelle plus. Et donc, avec ces défilés martiaux, ces espèces des haut-parleurs braillant de la musique de part et d'autre, une population dans des amphithéâtres des deux côtés, plus grand du côté indien mais alors c'est du délire complet, c'est assez spectaculaire. Je pense que beaucoup d'entre vous, au moins, s'ils ne l'ont pas vu en vrai, l'ont vu à la télévision. C'est quelque chose d'assez particulier à voir. De Lahore, on descend donc Lahore, beaucoup de choses à voir, on y passera plusieurs jours.
On descendra sur Harappa, donc Harappa qui a donné son nom à la civilisation harapéenne, plus connue pour nous sous son nom de civilisation de l'Indus, donc une des très anciennes civilisations du monde, concomitante de l'Égypte antique et de la Mésopotamie ancienne, ainsi que de la première culture du fleuve Jaune en Chine. Donc quasiment 5000 ans d'existence. Donc Harappa est le premier site qui a été découvert, et d'où le nom de culture harapéenne. Donc on visitera ce site, il y a un petit musée également. De là, on descend sur Multan, où on verra nos premiers tombeaux soufis, les soufis étant des mystiques musulmans très importants. On a tout un tas d'écoles différentes, mais très importantes depuis le Moyen-Âge dans cette zone du Pakistan. De Multan, on descend sur un site magnifique qui s'appelle Oud Sharif, où on a de vieux tombeaux aussi qui datent du XVe siècle, avec la fameuse tombe de Bibi Jawindi, que personnellement, dont je n'avais jamais entendu parler avant d'y aller. C'est extraordinaire, avec des motifs bleus. Je crois qu'on a une photo après qui ne lui rend pas vraiment justice d'ailleurs, mais c'est très très beau, dans une espèce de cimetière de sable, un endroit magnifique. On continuera sur Derawar, un ancien fort d'une quarantaine de bastions, un bâtiment immense au milieu du désert du Tcholistan. Le désert du Tcholistan qui est en fait la poursuite du désert du Thar de l'autre côté de la frontière au Rajasthan. On descend sur l'Arkana, on verra Kodiji encore, on verra d'autres. Merci, on me porte un verre d'eau. On verra d'autres temples, d'autres mausolées, soufis, qui sont très intéressants, pas toujours par leur architecture, c'est parfois un peu kitsch, enfin, il y en a de plus beaux les uns que les autres, mais par l'ambiance, par la dévotion qu'on peut y voir, parfois la musique, les danses, etc. Donc ça, c'est vraiment très particulier à cette région du monde et très intéressant. De l'Arkana, on visitera le deuxième site, peut-être le plus connu de la civilisation de l'Indus, donc Mohenjo-Daro. L'Arkana, qui est d'ailleurs le fief de la famille Bhutto. Mohenjo-Daro, donc plus parlante, je crois, que Harappa, parce que un relief différent et puis aussi un profil un petit peu différent, disons. C'est un bel endroit. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Sewan Sharif, où on a encore un des plus importants tombeaux soufis, le mausolée de l'Al-Shabazz Qalandar, qu'on verra le soir à la tombée du soleil ou après la tombée de la nuit, avec pareil une dévotion absolument spectaculaire dedans, plein de monde. Ranikot, un fort, là encore complètement perdu au milieu du désert, un fort avec, je ne sais plus combien, 32 km, je crois, ou 36 km de remparts, qui n'a aucun sens, enfin, qui est au milieu de nulle part, mais c'est très, très curieux à voir. Et puis, après avoir passé quelques jours donc, sur la rive droite de l'Indus, on retraversera l'Indus pour arriver à Bicha, en passant par un bled à côté qui s'appelle Ala, où on verra aussi un joli marché et puis un mausolée intéressant également. À Bicha, là encore, beaucoup de dévotion. C'est de nouveau un site soufi, le mausolée d'un poète soufi. Avec, là, il y a quasiment, je crois que j'y ai toujours vu, de la musique. Donc là, on passe un moment à écouter cette musique dévote. Et de Bicha, on descend sur Hyderabad, une grande ville. Donc, rien à voir avec la Hyderabad qu'il y a dans le sud de l'Inde. Hein. C'est le même nom, mais deux villes différentes. Et puis, avant d'arriver sur Karachi, on verra un endroit qui est magnifique aussi, c'est Tata. Là aussi, un endroit dont je n'avais jamais entendu parler avant d'y aller, avec la mosquée construite sous le règne de Shah Jahan, donc au XVIIe siècle, une mosquée qui est absolument splendide, avec des coupoles de mosaïques bleues, enfin c'est très très beau, et dans l'ensemble quand même très bien conservé, et puis en même temps avec un côté moderne pour certains endroits de cette mosquée, c'est
vraiment magnifique à voir. Juste à côté, on a une nécropole ancienne qui serait la plus grande nécropole du monde, qui s'appelle Makli. On a tout un tas de tombeaux en pierre sculptée. Et puis pour terminer le voyage, on descend sur Karachi. Dans la grande banlieue de Karachi, on verra un cimetière construit, on pense, par des ethnies baloutches, mais ce n'est pas attesté, on ne le sait pas de manière certaine, avec des tombes en pierre sculptée très finement, on dirait de la dentelle, tellement c'est finement sculpté. Et ça aussi, on verra ça en fin de journée. Et puis, on arrive donc à Karachi où on essaiera d'arriver en temps, parce que là aussi, il y a beaucoup de circulation, pour visiter le musée avant de dormir et de reprendre l'avion le lendemain matin pour Paris. Donc, c'est un voyage qui fait 15 jours, donc relativement court, mais avec beaucoup, beaucoup de choses à voir. Comme vous le voyez, essentiellement axé sur l'histoire et les sites religieux et historiques. Voilà, ici quelques images. Bon, en haut à droite, vous avez la mosquée Badshahi, donc une magnifique mosquée de l'époque moghole construite par Aurangzeb, donc à Lahore. En dessous, la nécropole de Makli, dont je parlais à l'instant. En dessous, le Hiran Minar, donc dans la grande banlieue, si vous voulez, de Lahore, où on verra aussi, j'en ai pas parlé, le tombeau de l'empereur Jahangir et de Noor Jahan, sa femme. Au milieu, en bas, donc cette tombe de Bibi Jawindi, je vous disais, la photo ne lui rend pas justice, mais c'est vraiment très, très beau. Et puis, c'est dans un endroit très paisible avec d'autres tombes à côté. Alors, c'est un peu un décor de carton-pâte parce qu'en fait, tout l'arrière est effondré suite à un glissement de terrain. Donc, c'est un peu un décor de théâtre. Et en bas à gauche, les musiciens donc, au mausolée à Bitcha, vous disiez, où il y a toujours de la musique. Et au-dessus, donc le fort de Derawar dans le désert du Tcholistan, celui dont je vous disais qu'il prolonge celui du Rajasthan, celui avec ses 40 bastions. Voilà, j'en ai terminé. Pardon, j'ai été trop long, j'en ai conscience. Non, bah ça prouve ton enthousiasme et tes connaissances quasi illimitées sur ces pays. Je pense que les clients nous le disent régulièrement et les futurs clients le découvriront peut-être. Je vous rappelle que pour tous ces voyages, il y a peu de départs, puisque donc, ce sont des voyages avec une date quasi unique, puisque c'est Cyril qui guide. Et sur ces voyages avec Cyril, on est à 12 personnes maximum. D'habitude, c'est 8 chez Explorator. Et là, hormis le Nord Pakistan, sinon c'est 12 personnes. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez éventuellement allumer vos micros ou les poser par écrit. Il y a déjà une certaine Fabienne, Cyril, qui nous demande, qui pose une question par rapport à la sécurité du Pakistan, notamment savoir si le voyage est conseillé par le ministère des Affaires étrangères et s'il y a la présence de salafistes. Est-ce que tu peux nous en dire plus quant à la sécurité de ce voyage au Pakistan? Écoutez, le Pakistan reste le Pakistan, quoi qu'on en dise. Cela dit, moi, ce que je peux dire, je ne sais pas ce que dit en ce moment le ministère des Affaires étrangères, probablement un avis négatif, mais ce que je peux dire, c'est que quand on est sur place, comme souvent, toutes ces destinations, on ressent beaucoup, beaucoup moins le danger que quand on est en France ou ailleurs et qu'on voit les news, où on ne voit que les catastrophes qui se produisent. Bon, moi, j'y suis allé, donc, je crois, 5 fois faire ce voyage. J'ai jamais eu le moindre problème jusqu'à présent, ni l'impression que j'étais proche d'un problème. Au contraire, la population est toujours très, très accueillante, très contente de nous voir. Il y a peu de tourisme depuis ces années. Mais bon, la situation politique est toujours tendue. Mais enfin, si on veut aller au Pakistan et attendre que la situation ne soit plus tendue, je pense qu'on sera tous morts d'ici là. Parce Je vais donner que quelques précisions supplémentaires pour compléter ce que dit Cyril. Alors, les appréciations du Quai d'Orsay sont en général assez, comment dire, assez vagues. Ou plus exactement, elles sont pleines de parapluies. Si on veut avoir une appréciation pointue de la situation sécuritaire, il faut regarder les sites anglo-saxons, s'agissant de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, etc. Parce que c'est la vraie diplomatie qui connaît le terrain, c'est pas les Français. Voilà.
Alors, est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames, avant d'aller déjeuner? Est-ce que vous avez des questions à poser? Profitons de la présence de Cyril, je vous rappelle qu'il est en direct depuis la Thaïlande. En sachant que si d'ici, si par la suite vous avez des questions, vous pouvez bien sûr nous appeler chez Explorateur, que ce soit Gwendoline ou moi-même, Kevin, et on répondra à vos questions. Et si elles sont vraiment hyper spécifiques, on est en contact permanent avec Cyril tout au long de l'année, et on peut bien sûr lui transmettre vos questions. Voilà, donc je vous rappelle qu'on a parlé du Bangladesh, du Tadjikistan, de Sumba Flores et du Pakistan, des voyages qui sont prévus pour les mois à venir. Une personne demande si elle ne maîtrise pas parfaitement l'anglais. Alors Cyril, bien sûr, parle français, vous l'avez entendu, donc il sera guide sur ces voyages-là. Donc je pense que vous parlez français, donc vous comprendrez Cyril. Je fais toujours, quand il y a des gens qui parlent, je demande toujours si les gens parlent, si tout le monde parle anglais ou pas, parce qu'il y a souvent le guide local qui intervient en anglais. Quand tout le monde parle anglais, ce qui est relativement rare, je ne fais pas de traduction ou juste quelques points, et sinon je fais de la traduction simultanée, enfin, ou juste après. Ça, c'est pas du tout il n'y a pas de problème de ce côté-là. Tout à fait. D'ailleurs, sur chacun de nos voyages chez Explorateur, vous avez un guide francophone. Donc, si vous ne parlez pas anglais, ce n'est pas un problème. Vous serez guidé par un francophone sur tous nos circuits, au Pakistan et ailleurs. Alors, y a-t-il d'autres questions? Vous pouvez allumer vos micros si vous le souhaitez, pour poser le micro par oral, sinon par écrit dans l'onglet conversation ou chat de votre logiciel Teams. Et s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va conclure. A priori, ça a été très, très clair et exhaustif, Cyril. Donc, on va conclure comme cela. Vous pouvez retrouver cette visio-réunion sur notre chaîne YouTube dans quelques jours, comme toutes les autres d'ailleurs. Si vous êtes intéressé de revoir nos précédentes visio-réunions, je vous invite à aller sur notre page YouTube. Et Cyril, on va te remercier d'être rendu disponible depuis le nord de Chiang Mai pour nous présenter. Il n'y a pas de problème. Désolé pour cette interruption involontaire. Non, ce sont les C'est charmes du direct. Voilà, les charmes du direct. Mais enfin, des fois, ça dure des heures, donc c'est ce dont j'ai eu peur. Je ne pensais pas que ça allait revenir si facilement. Ok, ça s'est bien passé. Merci Cyril. Je voudrais juste, je vois ici Ferrière invité, je voudrais juste leur passer le bonjour, puisque c'est le seul nom que j'ai pu reconnaître. Le reste, je vois que des initiales, là, je ne sais pas pourquoi. Ferrière invité, je sais qui c'est, donc je voulais leur passer le bonjour. Monsieur et Madame Ferrière, qui a priori devrait participer au voyage au Bangladesh. Je crois sur le Bangladesh. En novembre, mais en effet, il y a pas mal de clients que tu as déjà vu, Madame Lera également. Oui, donc bonjour Annie. Voilà. Très bien, on va conclure. S'il n'y a pas de questions, on va conclure cette visio-réunion en remerciant donc Cyril, Hervé bien sûr, et puis tous les participants à cette réunion. Bonne continuation à tous et au plaisir de vous retrouver sur nos voyages. À bientôt. Au revoir. Au revoir.